Arnaud Demange, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Saint-Étienne, capitale mondiale même de l'humour et de quelques petits secrets. Oui, le festival art comique mondialement connu. On peut aussi dire bienvenue un samedi pour Arnaud Demange. Samedi de Mais c'est tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche maintenant. Non, pour le coup, mon nom vient vraiment de là. Hein. Demanche, c'est vraiment une déformation de dimanche. C'est des gens qui ne savaient pas parler correctement le français. Vous êtes à Saint-Étienne pour jouer un spectacle qui s'intitule Faut qu'on parle. Ouais. Alors sans dévoiler des grands secrets, mais quel est à peu près le contenu du spectacle ? C'est un spectacle sur la liberté d'expression et la nécessité de se reparler. Je crois que tout le monde peut faire le constat qu'aujourd'hui, les gens sur Internet, ils s'engueulent beaucoup plus qu'ils se parlent. Hein. Quand tu vois sur n'importe quel commentaire Facebook, tu vois que ça bastonne avant d'être respectueux. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de dire est-ce qu'on peut rire de tout aujourd'hui ? Si oui, pourquoi ? Comment ? Est-ce que Coluche et des proches pourraient refaire aujourd'hui ce qu'ils faisaient à l'époque ? Ce qui est une question qu'on me pose beaucoup. Bon, moi, j'ai ma réponse. Et vous avez la réponse ? Moi, j'ai ma réponse à moi. Je ne dis pas que c'est une réponse universelle. J'ai la mienne aussi. Mais alors, si tu veux, on échange nos réponses. Moi, je pense que, en fait, les tabous ont changé. C'est-à-dire qu'il y a des sketchs qui ne faisaient pas à l'époque ou qui leur valaient des ennuis à l'époque qui vaudraient pas d'ennuis aujourd'hui. Genre, vanner le président, c'était dangereux dans les années 80, ça l'est plus du tout aujourd'hui. Par contre, il y a des thèmes qui étaient beaucoup moins gênants dans les années 80 et qui le sont beaucoup plus aujourd'hui. Et donc, les tabous se sont déplacés. Mais du coup, il faut savoir comment traiter ces sujets. Tout ça. Donc, je parle de tout ça dans le spectacle. Comment on rit, pourquoi ? Est-ce que c'est un truc qui est en train de se réduire ? Est-ce qu'on a au contraire plus de facilité qu'avant ? Et comment on fait pour gérer ça dans un monde où tout le monde est persuadé d'avoir raison tout le temps, en particulier sur Internet ? Donc voilà. Mais après, c'est pas une conférence, hein. Ça a l'air très sérieux dit comme ça, mais ça reste un spectacle d'humour. Du coup, est-ce que c'est plus difficile d'être comique en 2024 qu'à l'époque de Desproges et de Coluche dans les années 80 ? En fait, je pense que la vraie différence, c'est que ça demande un courage qui n'est pas placé au même endroit. Encore une fois, dans les années 80, il ne fallait pas avoir peur du pouvoir politique. Maintenant, il ne faut pas avoir peur des réseaux sociaux et des médias. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait se prendre un contrôle fiscal, mais les gens qui protestaient, c'était 3 lettres dans Télé 7 jours. Fin de l'histoire. C'est pas faux. Maintenant, la menace du contrôle fiscal, c'est quand même considérablement éloigné parce que ça se saurait et que les gens sont toujours du côté de Guignol. Par contre, vous pouvez vous prendre 10 000 messages d'insultes sur les réseaux sociaux par semaine. Est-ce que ça a une influence, ces messages négatifs sur les réseaux sociaux ? Ça vous influence dans votre écriture, dans votre réflexion, ou alors vous en faites abstraction ? Non, j'en fais abstraction, grosso modo. Après, moi j'ai de la chance, j'ai une communauté autour de mes réseaux sociaux qui est plutôt bienveillante. Donc, j'ai pas eu vraiment de soucis à ce niveau-là avec ma communauté. Après, les réseaux sociaux, dans l'absolu, oui, je peux me retrouver de temps en temps ciblé par des gens qui veulent me taper dessus, mais ça change pas l'écriture à partir du moment où je me dis que c'est du militantisme premier degré et que ça choque pas quelqu'un qui aurait du second degré. Maintenant, si je m'aperçois qu'il y a une vanne qui blesse vraiment pour des raisons légitimes une communauté et que, en mon âme et conscience, avec leurs arguments, je me dis « Ok, ils ont raison », c'est une démarche que je suis très capable de faire. Je ne vais pas m'arc-bouter sur une vanne en disant « Non, je suis un génie et c'est vous qui êtes des cons ». Non. Elle n'est pas bonne, elle part à la poubelle. Voilà, si c'est pas bien et que je m'aperçois que j'ai eu tort de la faire, oui. À ce moment-là, je suis capable de me remettre en question. Que votre spectacle, au fil du temps, il a évolué, il a beaucoup changé. Oui. Mon spectacle a changé, notamment sur sa fin, parce que avant, j'avais une fin, et des amis sont venus me voir en me disant « Là, franchement, on pense que tu as tort de terminer comme ça. On pense que, d'abord, ça ne te grandit pas, ça ne rend pas service à ton message, et ensuite, c'est pas tout à fait juste, donc tu devrais changer ta fin. » Et je les ai écoutés, j'ai changé ma fin, et c'était des amis qui étaient d'un autre bord politique que le mien. Je me suis aperçu qu'ils avaient raison. Et je crois que c'est l'enseignement de ce spectacle, c'est que c'est pas grave d'avoir tort.
Non, on peut très bien avoir tort. C'est très intéressant d'avoir tort, justement. C'est intéressant d'avoir tort, de se remettre en question et d'avoir quelqu'un qui vous explique pourquoi vous avez tort. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on progresse. On ne peut pas avoir raison tout le temps, il faut admettre que des fois, on s'est trompé. Et sur Internet, les gens ont de plus en plus de difficultés à admettre ce truc qui est un état de fait tout simple. C'est un monde à part, c'est vrai, c'est compliqué les réseaux aujourd'hui. Vous étiez il y a quelques jours, même la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, vous étiez en spectacle aux États-Unis, vous avez joué évidemment en français, j'imagine. Aujourd'hui, vous jouez à Saint-Étienne, j'imagine que ce n'est pas la même émotion que de jouer à Saint-Étienne, après avoir joué aux États-Unis. Saint-Étienne, moi, c'est une ville qui me parle pour des raisons personnelles. D'abord parce que ce qui a fait décoller ma carrière sur RMC, c'est l'affaire Perdriau. Ensuite... Vous voyez, le contraire, c'est que moi, elle a arrêté ma carrière. On n'a pas eu de chance, hein, on a échangé nos places. Non, moi j'ai été, quand j'étais petit, j'étais supporter des Verts, comme tous les gamins qui aimaient le football. Après, j'ai eu ma période vert aussi en 2004-2005. Parce que c'était une équipe que j'aimais bien, ça jouait bien, etc. Donc c'est une ville à laquelle je suis attaché, donc je suis content d'y revenir. C'est des amis à art comique, enfin voilà, c'est des très bons souvenirs parce que Saint-Étienne, c'est ma première très grosse salle à moi tout seul, c'est ma première 800, donc c'est une ville à laquelle je suis attaché. Après, Los Angeles, je l'ai vécu comme un truc de rêve de gamin pour d'autres raisons. La Love Factory, d'abord je suis le premier Français à y jouer son spectacle en français, je suis le deuxième Français à y jouer tout court. Le lieu est mythique, c'est un lieu qui a vu démarrer Eddie Murphy, Robin Williams, Chris Rock, que des très très grands, plus des gens de stand-up que moi j'adore, dont les noms sont moins connus, mais Bill Burr, Louis C.K., c'est des gens qui sont importants pour moi aussi. Donc aller là-bas, ça vaut les 20 ans de cicatrices d'avant, quoi. Ça vous a donné une fierté. Envie d'écrire en anglais, non ? Ouais, j'adorerais. En fait, j'adorerais ça. Mais je me suis rendu compte que c'était une démarche intellectuelle qui était complètement différente. Puis c'est peut-être pas les mêmes mécanismes de rire et tout ça. Pas du tout. Ils ont un humour qui est pas le même que le nôtre. On peut pas traduire un sketch français en anglais et espérer que ça fonctionne. Ça marchera pas comme ça. Ça marche déjà pas pour un livre, alors. Ouais, mais c'est très étrange. En fait, il y a une faut penser en anglais, quoi. Faut réfléchir en anglais, à la rythmique de la phrase en anglais. Ce dont on se rend pas forcément compte, c'est qu'un humoriste, c'est un musicien. Il y a la partition. C'est ça. Il y a la musicalité de la phrase et le rythme de la phrase qui fait 70% du rire. L'idée, c'est 30%. 70%, c'est la musique. Et donc, pour écrire bien en anglais, il faut que la musique, elle soit travaillée. Et là, on se rend pas forcément compte quand on va voir un humoriste, mais il y a des passages qui sont quasi chantés pour certains. Justement, vous parlez du phrasé. Moi, je suis toujours, je ne vais pas dire le mot fan, mais je suis ébloui le matin quand je vous écoute. Vous allez à une vitesse, sans jamais buter sur les mots. Vous avez une technique, comment vous faites ? Alors, sans jamais buter sur les mots, ça arrive de temps en temps. Ça dépend de mon état de fatigue. Ça arrive de temps en temps, mais c'est impressionnant le débit et il n'y a jamais un mot qui accroche, quoi. En fait, on se met dans un état un peu second quand on fait ça parce qu'on sait que voilà, on est à l'antenne, les gens écoutent, il ne faut pas se planter. Donc c'est une drogue au café, un truc comme ça. Non, mais il y a un truc dans le cerveau qui se déclenche. Un tunnel. Mais un peu comme sur scène, on n'est jamais malade. Ouais. Sur scène, vous pouvez arriver sur scène avec 42 fièvres. Quand vous êtes sur scène, vous n'êtes pas malade. Le cerveau fait un truc un peu magique, mais qui est commun à tous les artistes. Moi, j'ai un copain qui s'est cassé le pied avant de monter sur scène. Il n'a pas eu mal. Le rideau tombe et on entend « Ah !» Et on appelle ça l'adrénaline, non ? Ouais, c'est l'adrénaline. Nous, on appelle ça la santé scénique. Je ne sais pas si c'est un mot qui est employé par d'autres comédiens, mais avec mes potes, on appelle ça comme ça. Mais ouais, il y a un espèce de truc où le cerveau se met en mode survie et l'adrénaline fait que on bute pas sur les mots et on bute beaucoup moins sur les mots que pendant cette interview. Moi, j'ai lu que vous avez été longtemps auteur, Nicolas Conteloup. Ouais. Et à l'arrivée, ça vous aide beaucoup pour faire vos spectacles, cet entraînement à la base ? Ça m'aide beaucoup pour les chroniques, en tout cas. Parce que quand vous écrivez 12 ans pour de la matinale en quotidienne, quand on vous confie la vôtre, c'est sûr que le muscle c'est quand même développé et que vous partez pas de zéro. Je suis très content d'avoir eu cette expérience-là. Et en plus, je l'ai eu avec un entourage qui était brillant. Nicolas est un mec brillant. Laurent Vassilian et Philippe Cavrivière, avec qui j'ai eu la chance de coécrire, mais c'est même pas coécrire, moi j'étais numéro 3, donc ils m'ont appris beaucoup de ficelles du métier, etc. Et
aussi produit par un mec qui est brillant, qui est Jean-Marc Dumontet. Donc j'étais entouré d'une équipe de gens qui m'étaient tous intellectuellement supérieurs et j'ai aucun mal à le dire. Et ça m'a appris énormément de choses. Et pendant 12 ans, j'ai fréquenté des gens qui m'ont tiré vers le haut et qui font qu'aujourd'hui, sur RMC, j'y vais en étant rassuré de ce que je suis capable de sortir. Et là, l'inspiration, elle vient d'où? C'est l'actualité? C'est votre humeur? C'est quoi? Alors l'actualité, c'est une source d'inspiration qui est géniale parce qu'elle se tarit jamais, elle change tout le temps. Donc si vous en avez marre d'un sujet, de toute façon, il y en a un autre qui arrive le lendemain. Après, il y a des périodes où vous parlez 2 mois et demi du même truc. Quand il y a une grève SNCF qui se prolonge pendant 2 mois, c'est 2 mois de grève, 2 mois de vannes sur les trains. On tourne un peu en rond à la fin. Et vous avez des sujets qui sont plus délicats que d'autres. Évidemment, le 7 octobre, je ne me suis pas dit « chouette, la chronique du 8, elle va être sympa à écrire ». Non, c'est des périodes qui sont très très délicates, mais où paradoxalement, il y a un vrai besoin de rire de la part des auditeurs. C'est les périodes où on reçoit beaucoup de courriers. Allez, vas-y, déchaîne-toi. Donc ça vous influence? C'est pas facile. Ouais, parce qu'on se dit « ok, on a le droit ». On peut, qui est un mot que j'utilise en spectacle, on peut dédramatiser. Par le rire, on peut apporter de la légèreté à un moment qui est très lourd. Et en fait, avec le rôle de l'humoriste, c'est quelque chose que le public vous pardonne. Même s'il y a des tas de gens qui écrivent à la radio en disant c'est une honte que cette rubrique soit encore à l'antenne pendant une période aussi difficile. Oui, mais si on l'enlève pour le conflit israélo-palestinien, on l'enlève pour la guerre en Ukraine, on l'enlève pour tout. On l'enlève pour le Yémen, on l'enlève pour tout en fait, on l'enlève pour n'importe quel malheur du monde. Tout est horrible tous les jours. Donc il n'y a pas de vraie bonne période pour rire. Malheureusement, le monde est dramatique, donc on est bien obligé de composer avec. Et vous avez une totale liberté ou alors il y a des choses, il y a des sujets où vous n'avez pas le droit d'aller? Non, il y a une totale liberté. En plus, moi je suis dans une radio qui a l'esprit Charlie chevillé au corps. La liberté d'expression, c'est quelque chose de très important pour RMC. D'ailleurs, on notera que c'est une des rares radios où toutes les tendances politiques ont un temps de parole qui est à peu près équivalent, suivant les émissions d'actu. Mais c'est vachement plus diversifié enfin, la ligne éditoriale est plus ouverte que dans d'autres radios que je vois nommerai qui vous pas. voulez partir, ouais. Je vois à peu près. Ouais. Donc on a cette chance-là. Ouais. Moi j'ai une radio qui me protège. Ils aiment l'humour, ils aiment la déconne. L'ambiance est excellente autour de la table. Elle est excellente en rédaction. Et dans les médias où j'ai travaillé, ça n'a pas toujours été comme ça. Donc non, je suis dans un média qui déjà me garantit de me protéger si jamais moi j'ai un dérapage. Et vous avez été menacé? Quand on fait, alors j'ai pas été menacé via les chroniques radio, mais c'est vrai que quand je fais des vannes sur Éric Zemmour, ses partisans sont pas les gens les plus tolérants de France. Voilà, ceux-là. En général, quand vous avez une bio Twitter avec un drapeau français et une fleur de lys, vous savez que ceux-là, ils sont compliqués. Mais il y a des mélanchonistes bien vénères aussi, et qui, eux, ont un autre défaut, qui est de vous faire dire un truc que vous n'avez pas dit. Alors ça, c'est super chiant, ça m'est arrivé 20 fois, ça arrive, ça. Qui disent « t'as fait cette vanne, t'as voulu dire ça ». Non, j'ai pas voulu dire ça. Si t'écoutes la vanne et que t'es honnête intellectuellement, c'est pas ça qu'elle veut dire. Si, non. Sois honnête, merde. Ça veut dire que quand vous arrivez en plateau avec votre feuille, il y a quelqu'un qui l'a relu ou personne ne l'a lu? C'est vraiment sans filet. Je la fais relire au rédacteur en chef pour qu'on soit d'accord sur le factuel. C'est-à-dire que, par exemple, si Gabriel Attal a reçu la FNSEA à 11h30 hier, s'il me dit non, c'était à 13h, bon, voilà, au moins c'est corrigé, que dans le factuel, il y ait quelque chose de vraiment carré. Et le ping-pong avec Apolline, admettons, c'est quand même prévu avant, non? Alors, Apolline a ses relances pour savoir quand on change de sujet. Donc les relances, elles sont écrites, mais les relances, elles sont neutres. Par contre, ça lui arrive de déconner et d'intervenir pendant la chronique. Ça, c'est pas prévu. Donc moi, je rebondis là-dessus. Mais Manu Le Chypre fait pareil, Charles fait pareil, Amélie Rosic fait pareil. Et de temps en temps, on a des échanges spontanés comme ça, parce que justement, ils se sentent à l'aise pour intervenir dans la chronique. Puis on s'amuse autour de cette table. On est arrivé après une chronique que vous fassiez engueuler un petit peu, non? J'en sais rien. Non, mais je veux dire par l'équipe. Par l'équipe, non, par l'équipe jamais. Nous, on est potes, on s'entend très bien entre nous. Et si quelqu'un a protesté dans les hautes sphères ou parmi les clients pub, j'en sais rien. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, vous êtes protégé. Je suis protégé par la radio. Vous êtes dans un bocal, en gros. En fait, mais
c'est assez logique, hein. On ne fait pas venir un humoriste pour le brider. Donc, ils ont dit, on veut un humoriste, ils laissent carte blanche à l'humoriste, et c'est génial. Non, mais c'est sûr que ça doit être très plaisant. Quels sont les sujets majeurs qui vous plaisent, que vous aimez mettre en avant? Moi, j'aime bien, quand je fais de la chronique, ce qui est toujours marrant, c'est la politique politicienne. C'est un tel a dit une petite phrase et les autres protestent, parce que ça, c'est un théâtre, donc c'est très facile à écrire en déconnant. Après, en fait, c'est étrange à dire, mais les sujets dramatiques, j'aime bien les traiter, parce que d'abord, je sais que ça fait du bien aux gens. Et là, il y a mon côté un peu versaillais curé qui ressort. Je reçois des messages tous les jours de gens qui me disent l'actu est tellement horrible, fais-nous rire. Et donc, il y a un défi de se dire, ok, lui, il va pas bien, je vais l'aider à aller bien. Et le défi intellectuel d'aider quelqu'un à aller bien sur un sujet qui n'est pas simple, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que on sort juste du rôle du clown et là on endosse quelque chose qui est important. Et quand on parle de liberté d'expression, il y a beaucoup de gens qui entendent la liberté de dire des conneries et de faire les cons et de s'amuser, etc. Et dans liberté d'expression, il y a le mot liberté, quoi. Et on n'a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on a la liberté de parler avec de la légèreté de sujets dramatiques. C'est pas compliqué. Les pays qui garantissent la liberté d'expression des artistes, juridiquement, il y en a moins de 20. Donc voilà, c'est un truc qui est hyper important. Mais c'est ce que les gens oublient un petit peu aussi sur les réseaux sociaux. Un petit peu sur les réseaux sociaux. On a de la chance d'être en France. On a de la chance d'être protégé par la justice. Alors, je dis pas que le pouvoir politique nous fout la paix tout le temps. Je dis pas qu'il n'y a pas des phénomènes de censure par des milliardaires qui rachètent des médias pour bousiller la ligne éditoriale. Bien sûr, il y a tous ces problèmes-là. En attendant, la justice est de notre côté. La constitution juridique française, elle est de notre côté. Et ce n'est pas le cas dans plein de pays. Et je suis content de pouvoir exercer mon métier dans un contexte comme celui-là. Est-ce qu'il y a, je m'excuse, est-ce qu'il y a un jour où vous sortez de votre chronique et vous dites aujourd'hui je l'ai raté? Ça m'arrive de ne pas en être content, mais pour des raisons qui sont impossibles à prévoir à l'avance. Par exemple, ça vient d'une intonation de phrase qui n'est pas la bonne et en fait ça pète les 3 phrases d'après et je me dis merde, sur le papier c'était bien mais je l'ai mal fait. Est-ce que vous avez des talents d'imitateur aussi, j'ai constaté hein? C'est pas de l'imitation, c'est juste déconner avec des voix. Mais Jean-Pierre, celui qui fait l'after, j'adore comment vous faites le son. Gilbert Bribois. Voilà, Gilbert, mais je voulais pas écorcher son nom. Vous le faites trop bien. Et oui, on est dans l'after foot avec Daniel Riolo. Bonjour Daniel, on est sur l'after, première émission, premier podcast de France. Il a une voix qui est hyper... Mais bon, c'est pas une imitation, c'est juste rigoler avec sa voix. Caricature. Mais c'est vrai que, il y a des fois où... Ah merde, je l'ai pas fait comme je voulais. Et puis il y a des trucs que je peux pas prévoir. Par exemple, on est relié à la régie par l'oreillette. Ouais. Et si j'entends un truc qui me déstabilise autour de la table ça arrive, et que du coup je ripe sur une phrase et que ça me pète un effet parce que je vois que l'émission suit son cours en parallèle, je peux mal faire un truc, je suis déçu de moi et je me dis merde, la chronique était moins bien que ce qu'elle aurait dû être. L'année dernière, on avait vu une superbe soirée, Cuir et Moustache, avec un 10 minutes spécial Saint-Étienne. Ouais. Ce soir, la même chose? Non, ce soir, on ne refait pas tout un truc cuir moustache, mais je vais parler un tout petit peu de Gaël Perdriau quand même. Un petit peu, petit peu, mais léger. Vous avez des infos? J'en ai fait beaucoup l'année dernière. J'ai des infos, je reste connecté sur ce qui se passe ici. Parce qu'il n'arrête jamais, hein. C'est un calendrier de l'Avent, Gaël Perdriau. Tu ouvres une fenêtre, il y a toujours un nouveau truc. C'est la dernière sur le complot maçonnique? Là, moi, le dernier truc qui m'a fait halluciner, je crois que c'est la tentative de chantage avec l'ancien maire. Ah, monsieur Thiolière. La jeune fille. La jeune de 16 ans, mais il est... C'est là où j'ai compris que j'étais pas important, parce que moi j'ai jamais eu de jeune fille qu'on m'a mis dans les pattes. Mis dans les pattes. Moi on me les retire, on me les retire.
Non, mais c'est incroyable qu'il reste, lui. C'est incroyable. Parce que... il faut laisser faire la justice. On peut aussi dire il sera peut-être innocent à la fin. Il y a des partis politiques qui ont débranché des gars pour moins que ça. C'est ça que je veux te dire. C'est là que je ne comprends pas. C'est que... L'époque, c'est vrai qu'il s'est fait lourder. L'époque est très compliquée. Pour terminer, parce qu'on va vous laisser vous préparer pour le spectacle, moi j'ai une dernière question qui a par rapport au réseau. Vous êtes arrivé sur une page sur Facebook qui s'appelle Saint-Étienne avec le cœur. Et moi j'avais envie de savoir comment vous étiez arrivé sur cette page et qu'est-ce que vous en pensez finalement, puisque c'est la mienne. Parce que je me renseigne sur Saint-Étienne, je me renseigne toujours sur les lieux où je vais, je vois quelle est l'activité de la ville. Et je cherche à savoir quel est l'état d'esprit de la communauté, des habitants, des gens, qu'est-ce qu'ils aiment bien, qu'est-ce qui est mis en valeur, et comment les gens du coin manifestent leur amour à leur ville. Et je vois que vous aimez votre ville. Mais il y a 10 ans, j'ai commencé à mettre des vieilles photos juste pour le plaisir. Et je me rends compte aujourd'hui sur les réseaux que toutes les villes font ça presque maintenant. C'est devenu une mode, j'ai l'impression. Mais on est vraiment dans le retour en arrière. On est tous nostalgiques. La nostalgie, c'est un des sentiments les plus puissants qui existent. Et c'est normal d'aimer l'endroit d'où on vient. Moi, en ce moment, j'ai un peu cette bouffée-là parce que ça fait longtemps que je ne suis pas revenu dans le coin où j'ai fait mon lycée, mon collège et tout. Et c'est vrai que là, j'ai 40 balais et mes 18 ans me manquent. Donc là, en ce moment, je suis sur le site de mon ancien lycée pour essayer de reconnaître des lieux. Oui, on est tous un peu comme ça. Et puis c'est amusant de voir la différence des lieux avec de voir comment ça a changé. Mais votre page mérite un gros big up. Voilà. Ça, c'est super sympa. On va vous souhaiter un bon spectacle. Merci beaucoup. Et puis, moi, je voulais juste vous dire déjà merci. Et puis, attention à vous, parce que je vais venir vous faire de la concurrence sur Paris. Je suis invité par un site parisien pour faire des interviews sur Paris. Donc, je vais normalement aller régulièrement sur Paris. Donc, bon challenge. Tant que vous ne faites pas des chroniques humoristiques à l'intérieur, on ne va pas trop se marcher sur les pieds. J'ai pas votre talent et moi, je bute sur un mot sur deux. Donc, chacun son job. Merci beaucoup, Arnaud Devanche. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci.